Victor Ferry m'a répondu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'avais fait une vidéo sur Victor Ferry parce que c'est un énorme libertaré. C'est-à-dire que c'est un type qui croit que Macron est communiste, qui croit que Giorgia Meloni est communiste. En fait, dès que l'État fait un truc, c'est du communisme. Alors ça, c'est la définition du libertaré, quoi. Du coup, il a répondu, évidemment, il n'a pas répondu aux arguments, il a fait un peu ouin-ouin, et puis il a répété ce qu'il disait déjà, ce que j'avais déjà débunké. On va pouvoir voir ça, on va pouvoir lui mettre une deuxième leçon gratuite. La troisième sera peut-être payante, mais celle-là est gratuite. Il est bizarre, ce gars, quand même, il est bizarre. Hein. Là, j'ai sous les yeux des tweets de lui. Alors, sur Twitter, c'est hallucinant. Son truc, là, son compte qui s'appelle Mister Vic Ferry. C'est juste hallucinant, quoi. Évidemment, il m'a bloqué, donc on peut pas voir tout ce qu'il met, mais... ah oui, si, je l'avais mis là en screen. Il met « Le fait que tu es pauvre », il répond à un mec qui dit « Le fait que tu es pauvre », bon déjà, c'est pas trop. « Le fait que tu es pauvre, tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux, mais t'es juste bête et fainéant. Tu ne mérites pas de bénéficier de l'argent des entrepreneurs et des investisseurs, on va te mettre au boulot. » Je sais pas s'il troll, mais... en fait, il est toujours comme ça, et même il fait des vidéos comme ça, donc je ne pense qu'il ne troll pas. Je pense qu'on peut se dire qu'au moins il est de bonne foi sur ça. C'est-à-dire que c'est un débile profond, mais un débile profond de bonne foi. Il considère que les gens qui sont pauvres, en fait, c'est parce qu'ils sont bêtes et fainéants. On va voir la vidéo. La vidéo que j'avais faite, donc elle s'appelait Victor Ferry fustige les communistes Macron et Meloni. Et là, sa vidéo, lui, il s'appelle « J'apprends une ou deux choses aux jeunes communistes pas du ring ». Je serais donc un macronard débile. Je sais pas si ça ressort assez dans ces vidéos, mais je ne suis pas hyper fan d'Emmanuel Macron. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait... Non, t'es pas fan d'Emmanuel Macron. Mais ton état d'esprit et ton idéologie fait le jeu d'Emmanuel Macron, en fait, c'est ça le truc. Tu peux beau dire que t'es pas fan, si tu dis ah ouais non mais il faut qu'il y ait moins de taxes et puis en fait il faut que la retraite elle soit à 80 ans, évidemment toi bon, du coup t'es un peu plus loin qu'Emmanuel Macron sur la retraite, mais tu fais son jeu quand même. Un épisode du podcast Chercheur de valeur sur ce livre Où va l'argent, et un des faits, parce que cet ouvrage ce sont des faits, hein. C'est pas oui Marx a dit je sais pas quoi, non c'est une série de faits, un des faits. Voilà, c'est une série de faits, alors que moi je suis vraiment dans l'idéologie, je n'ai aucun argument, alors que lui ce sont des faits, c'est vraiment ça la différence entre nous deux. Moi je suis un adolescent en fait, qui ne travaille pas, qui n'a pas de revenus et qui vit sur le dos des entrepreneurs comme Victor. L'effet de cet ouvrage, c'est que on a atteint un niveau record de taxation et d'imposition. Donc désolé, Macron n'a rien d'un libéral. Quand on est un libéral, on arrête l'État-maman et on commence... Ce qui est incroyable, c'est que... Bon, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite auquel il répond, j'explique que Macron n'est pas un libéral, que c'est un néolibéral qui utilise l'État au service de la bourgeoisie et des riches. Ce qui fait du bout, t'as des taxes des fois sur des petits entrepreneurs, sur des gars comme ça qui vont profiter après à une politique qui permet le maintien du profit des grosses entreprises et des milliardaires. Mais il est incapable de le comprendre. Je sais pas pourquoi. C'est comme si je parlais dans le vide en fait. C'est toujours pareil, c'est bizarre. Commence à se dire, la première chose dont a besoin ce pays, c'est que le travail soit récompensé, c'est que l'entrepreneuriat soit récompensé. Moi je suis d'accord, si on veut que le travail soit récompensé, il faut abolir la propriété privée des moyens de production. Donc on abolit l'exploitation, on abolit le fait que quand tu vas bosser dans une usine, dans une entreprise, une partie de ton salaire soit rétribuée au gars qui a l'entreprise ou qui a l'usine, sous prétexte qu'il a une propriété privée sur ce moyen de production-là. Donc on abolit la propriété lucrative des moyens de production, privée lucrative des moyens de production, et on se retrouvera d'accord avec Victor Ferry, et là on pourra vraiment gagner ce qu'on produit, et le travail sera récompensé. Au final on peut se rejoindre, on a tous les deux une perspective de mise en avant d'une sorte de justice sociale.
Et comment on fait pour récompenser le travail et l'entrepreneuriat? Je sais pas, peut-être que ce serait bien quand le patron décide de verser un salaire, que s'il veut verser un salaire de 2000 balles, ils doivent pas payer 4000 balles, parce que dedans il y a les charges sociales, les charges patronales, les charges de je sais pas quoi. Là, il est débile, par exemple. Quand le salaire, il est de 4000 balles, si tu verses 4000 balles, il y a une part de brut. Mais ce que tu as dans le brut, c'est des cotisations pour pouvoir envoyer ton gamin à l'école, pour pouvoir avoir comment ça s'appelle, un système social qui fonctionne. Enfin voilà, c'est pas un truc qui part dans le vide, quoi. Le mec a l'impression que ça part nulle part. Et en plus, on se débrouille que la personne qui a touché seulement 50% de ce qu'elle aurait dû toucher se fait pas en plus éclater par la TVA, se fait pas en plus éclater par les taxes sur les produits pétroliers, se fait pas non plus éclater par l'impôt sur le revenu. Donc quand on est vraiment libéral, on fait confiance aux gens et on considère qu'il faut laisser aux gens la possibilité d'entreprendre et être récompensé pour ça. Donc oui, mais comme je l'explique dans la vidéo auquel tu réponds et que tu n'as pas dû voir, ça fait 100 ans que les libéraux sont revenus de ça parce qu'ils ont compris que ça ne marchait pas, en fait. Ils ont compris que ça menait à des crises parce qu'on contrôlait plus rien et que du coup il fallait rajouter de l'État qui gère le marché pour essayer que le marché continue, quoi. Parce que sinon, si tu laisses tout le monde faire ce qu'il veut, comme ça, dans son petit intérêt individuel, tu finis dans une société de prédation, de monopole, de surproduction, et t'aboutis à la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Donc c'est pas forcément bien, en fait. Donc tout ce récit, c'est dans lequel, aujourd'hui, on est dans le néolibéralisme ou je sais pas quoi. Il a jamais ouvert un livre, en fait. C'est incroyable. Il a jamais ouvert un livre. C'est une thèse complotiste, le néolibéralisme, pour lui. C'est ouf, hein. On avait fait, vous pouvez taper, pas du stream néolibéralisme, on avait parlé avec Position Revue un peu de ce que c'est que le néolibéralisme, parce que c'est une question intéressante. C'est justement une solution bourgeoise à la crise du libéralisme. C'est une solution bourgeoise pour pouvoir garder la main. Il y avait une autre solution, c'était le socialisme. Il y a des pays qui sont tombés dans le socialisme, mais nous on est tombés dans le néolibéralisme. C'est absolument ridicule. Dans un pays où on se tape plus de 50% d'impôts, on est très proche du communisme. Non, mais c'est ça qui est dingue quand même. C'est triste, c'est juste triste, quoi. On peut en fait avoir un débat quand on parle tous les deux de la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays néolibéral, il peut dire, moi j'aimerais qu'il soit libéral et pas néolibéral. Ça, il a le droit de le dire. Il a le droit de dire, le néolibéralisme, je trouve que c'est de la merde, moi je veux un vrai pays libéral, machin. Il y a des libertariens qui le disent d'ailleurs, ça. Mais le mec te dit, on est dans un pays quasi communiste parce que l'État fait des trucs. Oui, d'accord, ça s'appelle le néolibéralisme. Non, mais en fait, vu que l'État fait des trucs, en fait, c'est déjà le communisme. Et puis moi, en fait, je suis libéral et voilà. C'est nul comme débat. Il y a même, on peut pas parler si c'est comme ça. Si on peut pas être d'accord sur ce qu'est le monde, on peut plus parler après. Je voudrais qu'on permette aux travailleurs de gagner de l'argent et qu'on permette aux entrepreneurs de gagner de l'argent. Et la manière la plus simple et la plus directe... Mais la France, c'est le pays qui attire le plus de financement étranger, parce que c'est justement un pays qui a massacré son code du travail depuis l'avènement de Macron. C'est un pays où les entrepreneurs gagnent de l'argent, la France. De remettre de l'argent dans les poches de ceux qui bossent, c'est de les taxer moins. Alors ça, c'était le premier correctif que je voulais apporter. Le deuxième correctif que je voulais apporter, c'est ici. Là, il rentre dans son délire sur le capitalisme, c'est l'exploitation des gens. Il y a plein de... Le délire sur le capitalisme, c'est une thèse complotiste, de dire que le capitalisme, c'est l'exploitation des gens. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que les vrais capitalistes, mentaux, droits dans leurs bottes, ils te disent oui, c'est l'exploitation des gens, mais c'est nécessaire. Ils te disent ça, ils disent oui, voilà, c'est nécessaire l'exploitation des gens parce que c'est comme ça, parce que naturellement il y a des gens qui dominent. Voilà. Lui, il assume pas ça. Lui, il dit non, le capitalisme, c'est pas l'exploitation des gens. Mais je suis désolé, si c'est pas l'exploitation des gens, c'est quoi le capitalisme? L'exploitation, ça veut juste dire qu'on prend un profit à un moment donné grâce à la propriété privée des moyens de production. Ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire oui, t'as un type, il est forcé de vendre sa force de travail parce qu'il peut pas travailler sans les moyens de production. Et du coup, il se retrouve forcé d'aller travailler pour un type et de lui rétribuer une partie de ce qu'il produit, une partie de la valeur qu'il produit. C'est comme ça que ça marche, le capitalisme. On dit pas que c'est bien ou mal, on dit que c'est comme ça que ça marche. Il y a un processus avec de l'exploitation. Le capitalisme, ça a aussi des bienfaits. C'est-à-dire que par rapport à la féodalité, ça a permis un développement sans précédent
de la production. Enfin, il n'y a aucun souci avec ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce genre de mec ne comprend pas ça, qu'on peut avoir un rapport sérieux et objectif aux choses. C'est-à-dire pas dire c'est méchant, c'est pas si gentil. Non, en fait, il y a eu des aspects progressistes du capitalisme, sauf que plus ça va, plus le capitalisme rentre dans des contradictions, est obligé de garder le pouvoir par des guerres, détruit la planète, détruit la santé des travailleurs, tout ça, et c'est pour ça qu'on a une nécessité de dépasser ce système. Mais on ne dit pas que le système capitaliste, c'est le pire système qui puisse exister de la Terre et que ça a toujours été que des gens méchants qui tapaient sur des gens pauvres. Enfin, c'est pas ça notre discours. Le gars d'ailleurs, c'est qu'ils sont des bourgeois et qu'ils peuvent être des bonnes personnes, c'est pas le problème. Par contre, ils exploitent les gens. Et il y a un rapport entre le capital et le travail. Et ce rapport de force, quand il est trop vers le capital, du coup, on se retrouve dans une société où le travail n'est pas assez rémunéré, où les gens vivent mal, où tu as des climats de tension. Ça peut se montrer dans la rue avec des tensions. Donc ce qu'il explique, c'est que si on a des tensions, c'est parce que le travail n'est pas assez rémunéré. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il apprenne qu'on est taxé énormément, surtout en France, sur les investissements. Dès que tu touches un dividende... Mais le mec vit dans une bulle. Tu lui dis, ouais, le travail en France, s'il n'est pas assez rémunéré, c'est justement parce que le capital est trop rémunéré. La take, c'est ça, c'est ce que je dis. Et il dit oui, mais voilà, mais nous, nos dividendes, ils sont pas assez rémunérés, on se fait taxer et tout. C'est lunaire quand même comme discours. C'est lunaire. Qui s'intéresse à savoir si tes dividendes sont taxés ou pas, je veux dire, à part lui, parce qu'il travaille pas en réalité, et les capitalistes et les bourgeois, enfin, c'est quand même lunaire comme truc. T'as l'État qui vient et comme un cow-boy te prend 30%. Voilà, tu te manges 30%. En plus, tu vas te manger des impôts sur la plus-value. Donc ça veut dire que quand tu investis, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, t'es quelqu'un qui travaille, donc tu as ton salaire qui arrive, et sur ton salaire qui arrive, tu as tout l'argent que tu dois payer. Tu as tout un tas d'argent qui est immédiatement récupéré par l'État. Et ensuite, quand tu veux quand même sauver une partie de ton argent, l'État revient et te dit, tiens, je t'arrache 30%, voilà, je vais te punir, tu as décidé d'être vertueux, tu as décidé de mettre une partie de ton argent au service de l'économie, tu as décidé de mettre ton argent au service des moyens de production, pour reprendre une terminologie crypto-communiste, mais on va te punir parce qu'il faut surtout pas que tu deviennes riche et libre trop vite. Ouais, les moyens de production sont une terminologie crypto-communiste. Et maintenant, il va falloir qu'on torde le cou à cette idée que le capitalisme, ce serait l'exploitation. Alors donc, évidemment, cette personne va nous dire oui... J'attends de voir ça, c'est bon ça. Mais moi, je suis pour la collectivisation des moyens de production, etc. Donc, quand vous collectivisez les moyens de production, vous vous trouvez dans une société qui est encore hiérarchisée. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir collectiviser les moyens de production, vous devez avoir une caste au pouvoir qui incarne l'idéologie du parti, parce qu'il faut quand même des... Voilà, si on veut collectiviser les moyens de production, il faut qu'il y ait des mecs avec des chapeaux gris, hein. Gens à la tête de l'État qui supervisent les fameux moyens de production. Donc, vous vous retrouvez... Tous les communistes, ils te disent oui, ce qu'on veut, c'est des gens à la tête de l'État qui supervisent les moyens de production. C'est complètement con comme truc. Ça peut très bien être, je sais pas, par exemple, des soviets de travailleurs qui dirigent l'industrie. Je sais pas, par exemple. Ils étaient parce que c'est un soviet aussi. Trouvé avec une hiérarchie extrêmement stable. Cette hiérarchie considère que c'est la fin de l'histoire, il faut plus débattre parce que de toute façon c'est le bien la collectivisation des moyens de production. Et oui, c'est ça, on considère que c'est le bien et faut nous donner le pouvoir, on fera le bien. C'est exactement ça ma ligne. Donc vous vous retrouvez avec une hiérarchie comme ça épouvantable, plus la possibilité de passer d'une échelle à l'autre parce que vous avez dû vous asseoir sur votre liberté, vous n'avez plus le droit d'entreprendre parce que l'État dispose de tous les moyens de production, et puis... Pourquoi est-ce que si l'État dispose des moyens de production, on n'a plus la possibilité d'entreprendre ? Je sais pas. Y a que pour toi, il y a que s'il y a de la propriété privée qu'il y a un moyen d'entreprendre, quoi. Tu peux pas imaginer qu'il y ait des manières, par exemple, soit des concours. Quelqu'un va entreprendre, veut faire des trucs, il propose un dossier, c'est pas forcément un concours ça, mais il propose un dossier, il y a un jury, machin, dit ah oui ça a l'air sérieux votre truc, on vous donne 3 à 5 ans pour développer, machin, avec des moyens et tout, ça peut être ça, une forme d'entreprise dans une société qui n'est pas capitaliste.
il y a eu plein d'innovations en URSS. Je veux dire, il y a eu la Kalachnikov, il y a eu le téléphone mobile, il y a eu plein de choses. En quoi ça empêche quelqu'un de dire ah bah tiens, j'ai quelque chose que j'aimerais faire, j'aimerais avoir une petite équipe avec moi et qu'on travaille dessus. T'es pas obligé d'exploiter les gens pour faire ça. Vraiment, Victor Ferry mais d'autres sont enfermés dans un imaginaire capitaliste, se disent que l'exploitation et le fait de faire bosser autrui est un universel humain qu'on peut pas faire autrement en fait. C'est ridicule. On peut très bien faire autrement. Puis en plus de ça, donc en plus de ne plus avoir la possibilité de vous démarquer, c'est profondément humain de vouloir devenir meilleur, de pouvoir développer ses connaissances, ses compétences pour progresser, pour monter les échelons. Vous n'avez plus cette possibilité d'être... Pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus la possibilité de développer ses compétences, ses connaissances ? Je veux dire, lui, il a jamais ouvert un livre d'économie de sa vie, par exemple. Sous le communisme, il pourrait. Il pourrait ouvrir un livre d'économie un jour. Voilà, ce serait possible, en fait. Donc je vois pas pourquoi est-ce que il dit qu'on ne pourrait pas. On pourrait très bien. Profondément un être humain, et en plus de ça, vous vous retrouvez avec la famine, parce que ce système ne fonctionne pas. Qu'est-ce que la famine vient faire là-dedans ? Alors je rappelle que c'est les soviétiques qui ont aboli les famines cycliques depuis des millénaires en URSS. Il y a eu des famines tous les 4 ans pendant 1000 ans. En moyenne, je crois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 2 famines en 2 ans et puis ne pas en avoir pendant 8-10 ans, évidemment. Et la dernière famine soviétique, c'est la famine post-Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire avec un pays détruit par l'armée allemande, besoin d'un effort de guerre. Et je crois qu'il y a une famine en 1945-1946. Après, il n'y a plus de famine, alors que c'est un pays qui est quand même compliqué à nourrir, parce que c'est un pays où il y a plein de zones où tu peux faire de l'agriculture 1 à 2 mois dans l'année, parce qu'il fait très froid, enfin tout ça, quoi. Donc expliquer le communisme c'est la famine, non en fait. Le communisme c'est pas la famine. Et donc vous avez des petits bourgeois qui critiquent les bourgeois depuis leur chambre, en faisant tranquillement des streamings au chaud, en train de défendre un des systèmes qui a été le pire pour les travailleurs. Tu veux qu'on sorte les courbes là, les courbes d'augmentation de l'espérance de vie en URSS ? On peut si tu veux. Hein. On passe là de, je crois, c'est 25-30 ans à 60 ans en 30 ans. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année que tu vis entre 1920 et 1950 en URSS, tu vis 1 an, mais tu rallonges d'1 an ton espérance de vie. Donc en fait, t'es potentiellement immortel pendant 30 ans. Tu vois, je me fais traiter de petit bourgeois. Alors moi, je travaille à l'hôpital public. Lui, il est youtubeur et il place son argent en bourse, mais c'est moi le petit bourgeois en fait. Système qui a été le pire pour les travailleurs, à savoir le communisme. En comparaison, le capitalisme est un monde infiniment plus doux, et par ailleurs c'est un monde... Et ça, encore une fois, c'est un biais. C'est un biais de gars qui vit dans un pays qui profite de l'impérialisme. C'est-à-dire de penser que le capitalisme, c'est les pays qui profitent du capitalisme. Bah non. Je veux dire, vivre au Yémen, c'est vivre dans le capitalisme. Vivre à Haïti, c'est vivre dans le capitalisme. En réalité, le capitalisme, c'est un système monde. C'est un système monde où il y a des gagnants et des perdants. Il y a des pays impérialistes, des pays victimes de l'impérialisme. Et donc, si tu veux faire ce que c'est que si on voulait faire ce que c'est que la vie dans le capitalisme, il faudrait faire une moyenne globale de tout ça. On peut pas dire, ouais, en fait, être dans les 10% les plus riches d'un pays qui est déjà dans les 5% les plus riches, genre la France ou les États-Unis, c'est ça le capitalisme. Non, être dans un système capitaliste, ça peut aussi être un enfant mineur au Congo, quoi. C'est aussi un pays capitaliste. Donc c'est ridicule de dire ça. Dans lequel on a la possibilité de progresser en faisant de bons choix. Ce garçon décide de ne... Oui. Bah moi, je veux bien le voir au Congo progresser en faisant de bons choix. Hein. Je veux le voir. Hein. Pas faire de bons choix, il décide de ne pas investir, il décide de ne pas progresser dans la hiérarchie sociale. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Là, son travail, c'est de faire... Je décide ne pas progresser dans la hiérarchie sociale. Mais ça sort d'où ça, putain ? De quoi je décide moi de ne pas progresser dans la hiérarchie sociale Mon travail, alors je veux savoir ce que c'est que mon travail. Des streamings où il va faire un petit peu de propagande communiste pour que ceux qui l'écoutent se disent ouais, je suis au RSA mais c'est ok en fait. C'est ok parce que j'ai pas envie de me faire exploiter, donc à la limite pas progresser dans la vie,
Aucun communiste dit oui, c'est mieux d'être au RSA que de travailler, c'est complètement con. En plus, il y a pour le coup dans le marxisme toute une compréhension de ce qu'est le travail. Alors le travail est aliéné évidemment dans le capitalisme, mais le travail c'est quand même comme ça que l'homme maîtrise la nature, qu'il produit son rapport au monde et qu'il s'autoproduit. Je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement important le travail. Je vois pas pourquoi le mec dit oui, ce qu'on voudrait ce serait rien glander et puis avoir des allocs qui tombent, c'est pas du tout le projet. C'est pas si grave, on est bien là, et avec un business model Depuis que je regarde pas du que je suis RSA. Ouais, c'est ça, ouais, je transforme les gens. Comme le sien, bah évidemment, il va se retrouver avec une communauté de plus en plus faible, et avec une communauté qui aura de moins en moins de pouvoir d'achat, et donc est-ce que depuis que vous regardez mes vidéos, vous êtes de plus en plus faible avec de moins en moins de pouvoir d'achat? qui va se retrouver avec de moins en moins de possibilités de gagner honnêtement sa vie avec son activité. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est créateur de contenu ? Quand on est créateur de contenu, déjà, on devient spécialiste d'un domaine, on cultive... Mais je gagne pas ma vie en étant créateur de contenu, je touche 0 € là-dessus, qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je touche rien là-dessus. Nos compétences dans un domaine, on partage nos connaissances et nos compétences dans des vidéos, dans du contenu d'abord gratuit avec notre public. Le public commence à progresser, il commence à avoir des résultats, et au bout d'un moment, notre public qui a progressé va aller vers des produits payants pour passer un cap encore plus important. Et lui, Pourquoi faut aller vers des produits payants pour passer un cap plus... Il veut nous vendre, il doit vendre des formations à la con encore. Ridicule. il ne pourra jamais faire ça. Il ne pourra jamais faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il ne se spécialise pas dans un domaine. Il est spécialiste du blabla. Il est spécialiste de oui, il faut lire François Bégodeau, il faut lire Karl Marx. Donc typiquement le genre de lecture qui fait que vous allez stagner. Et ça, je vais vous le démontrer. Karl Marx et François Bégodeau, c'est le genre de lecture qui vous fait stagner, hein, évidemment. Ouais, ça te fait même régresser. Hein. Tu lis l'idéologie allemande ou Notre Joie, et là tu régresses. Tu perds 200 balles par mois. Après évidemment, qui fait que vous allez stagner, que vous allez devenir de plus en plus faible, que vous n'allez pas développer de connaissances et de compétences. Donc il emmène son public dans un cercle vicieux en se permettant de dire oui mais si on est pauvre c'est parce qu'il y a des gens qui nous exploitent. Mais non les mecs, si vous êtes pauvre c'est parce que vous faites de mauvais choix. Il est trop con, c'est une folie. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous faites de mauvais choix, ouais. En fait, dans leur tête, il y a presque des gens qui ont envie d'être pauvres, ils ont un peu la flemme et tout, du coup, ils se renseignent pas, et puis voilà, ils font de la merde, et puis ils sont pauvres, quoi. Ça se passe pas comme ça, la vie, je veux dire, ça se passe pas comme ça. La plupart des gens, ils veulent vivre le mieux possible. Le truc, c'est que t'as une sorte de structure sociale qui fait que t'en as certains qui vont réussir et pas d'autres. Des fois, c'est à la chatte, des fois, c'est parce que c'est le fils de machin, il connaît machin, voilà, c'est comme ça que ça se passe, en fait. T'as pas un mec qui se dit « Ah ouais non, en fait, j'ai la flemme de réussir, moi, ça me casse vraiment les couilles, je vais pas me renseigner, je vais faire des mauvais choix. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Et vous avez la possibilité de faire de bons choix. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui me motive dans le travail que je fais. Parce que ce soit avec ma chaîne de rhétorique où je permets aux gens de partager... J'ai jamais compris les gens qui ont choisi de naître en Afrique. Et oui, non mais ils ont fait les mauvais choix, Le mec, là, il aurait pu faire des études et puis un petit peu investir et tout. Il a choisi de bosser dans une mine de diamants à 10 ans, là. Il fait des mauvais choix, j'en ai marre. plus efficacement leurs idées, ou que ce soit avec cette chaîne de finance où je montre aux gens qui ont été capables de créer quelque chose qui a marché, de pouvoir décupler le fruit de leurs efforts, eh bien je sais que progressivement, certaines personnes arrivent à s'arracher à leurs conditions, comme j'ai été capable de m'arracher de ma condition. Donc non, le capitalisme ne vit pas de l'exploitation. Le capitaliste, c'est quelqu'un qui, premièrement, a une idée, il est capable de changer cette idée en projet, au bout d'un moment, pour que ce projet... Le mec a eu une idée, il est capable de changer cette idée en projet, comme si... En fait, on a l'impression qu'il y a vraiment des gens comme ça qui sont... C'est un peu le discours de Nietzsche d'ailleurs. Hein. Des gens qui ont de la volonté de puissance et qui sont capables de faire des choses et de s'imposer, et puis il y a des gens, c'est des moutons, quoi, en gros. Se concrétise, il fait appel à des personnes qui sont plus avancées sur le chemin, qui ont plus de liquidité, qui vont investir pour lui en espérant avoir un retour sur investissement, ce qui est tout à fait normal. Et grâce à la combinaison de l'entrepreneur et de l'investisseur, vous avez des entreprises qui grandissent, vous avez des entreprises qui passent des caps et qui permettent à de plus en plus de gens de travailler. Et là, il y a Caté dans le sauce qui dit « T'inquiète pas, on va s'arracher à notre condition en faisant la révolution, frérot, pas besoin d'investir. » Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment les deux pôles, je vous le répète souvent, mais entre nous qui cherchons un projet collectif qui nous dépasse et qui nous employons à ça,
et eux qui ont une forme de tragique, hein, c'est presque un peu triste parce que il a une chaîne YouTube qui marche pas énormément, il a 300 000 abonnés, il fait 30 000 vues, parfois 80 000, mais c'est pas incroyable, je suis pas sûr qu'il vive très très bien de ce truc-là. Du coup, il investit un peu, il a peut-être un peu d'argent de côté ou je sais pas quoi, et vous voyez, c'est un peu mesquin comme truc, c'est espèce de projet individuel, je sais pas, moi je trouve ça un peu triste comme vie, hein. Je bande plus sur la vie de cathédrale osseuse à faire des vidéos en slip au RSA que sur la vie de Victor Ferry à faire des vidéos en slip en essayant de gratter un peu d'argent là comme ça. Je trouve ça plus beau la vie de cathédrale, on te salue, hein. Là, il va nous dire, oui, mais dans un système parfait, il n'y aurait pas les investisseurs qui prendraient une partie des bénéfices. Mais de quoi tu parles? Les entreprises ne pourraient pas grandir s'il n'y avait pas des gens qui mettaient un peu de leur capital à risque. Est-ce qu'il faut que je te rappelle à quoi ressemblaient les entreprises dans l'URSS? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, il nous dit d'abord qu'on peut pas faire d'entreprise sous le communisme. Après, il nous dit qu'il y a des entreprises dans l'URSS. Je sais pas exactement de quoi il parle. Et il nous dit voilà, les entreprises elles ont besoin de capitaux pour grandir. En URSS ça se passait comment? Bah en fait t'avais des trucs qui étaient centralisés, qui n'étaient pas un système d'ailleurs de communisme abouti, hein. Mais on investissait de la valeur qui avait été créée pour pouvoir faire marcher des industries, faire marcher des projets comme ça. Et je pense que par rapport aux petites startups, c'est pas les projets par exemple la conquête spatiale, ça a quand même plutôt bien marché quoi. Je vois pas en quoi c'était à chier, hein, quand les mecs ils construisaient des énormes immeubles assez rapidement pour pouvoir reloger leur population après la destruction des habitations pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça a quand même bien marché. Ta collectivisation des moyens de production, c'est une catastrophe pour les travailleurs, c'est une catastrophe pour l'efficacité des entreprises, surtout que qui va s'occuper de prendre les décisions stratégiques? De petits intellos qui auront bien lu la théorie communiste et qui vont faire... Mais comment ça, de petits intellos? Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui font de la planification, c'est des gars qui vont se spécialiser dans la planification, et c'est pas la théorie communiste d'ailleurs qu'il faut lire en particulier, je pense, pour faire de la planification, beaucoup de logistique aussi, de compréhension de comment marche un secteur, de qu'est-ce qu'il faut produire, c'est quelque chose d'assez scientifique en fait. N'importe quoi. Regarde les grosses famines qu'il y a eu en URSS quand ils ont essayé d'appliquer l'idéologie à la manière dont il fallait cultiver la terre. Donc vraiment, tu es loin de tout. Et la dernière chose que je voudrais... Mais faudrait qu'on en parle un jour des famines en URSS, mais la plus grosse famine, la plus grosse, je sais pas si c'est exactement la plus grosse, mais celle de 1921-1922, je crois, alors faudrait que vous regardiez, je crois que c'est entre 3 et 6 millions de morts. Pour le coup, ça me paraît compliqué d'expliquer que c'est la faute du système communiste en 1921-1922, sachant qu'il n'est pas encore organisé et que c'est quand même beaucoup la faute de la guerre civile, puis de l'union des pays impérialistes contre l'URSS, puis je crois de l'hiver 1921 ou 1920 qui est très dur. Après on a les famines en Ukraine, dans la Volga, au Kazakhstan dans les années 30, où il y a je crois 3 à 5 millions de morts. 3 à 5 millions de morts qui sont en partie dus, alors d'après les thèses actuelles, à une mauvaise gestion, c'est vrai, des élites communistes et à évidemment je sais plus si c'est la sécheresse ou un mauvais hiver, encore une fois des conditions climatiques. Et puis après des famines, oui, il y en a en 1946. Il y en a en 1946 parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il n'y a plus de famine du tout, dans un pays qui avait des famines depuis des millénaires. Encore une fois, on peut dire, ouais, peut-être qu'il aurait pu ne pas avoir de famine dans les années 30. Peut-être que c'était pas possible aussi parce qu'il y avait des conditions climatiques. Personnellement, je suis pas spécialiste du sujet, je pense que t'es pas spécialiste non plus, mais aller dire que c'est la faute du communisme, s'il y a ça, sans dire que c'est du coup grâce au communisme, si après il y a plus de famine, c'est quand même un petit peu fort. Je veux dire, quand il y avait le tsar, il y avait des famines. Quand il y a une famine au Bengale en Inde, c'est la faute de qui? Enfin, au bout de l'heure, faut le dire, il y a des famines aussi parce qu'il y a des déficits technologiques aussi dans certains pays à ces époques-là. Ils maîtrisent pas encore bien leur agriculture, donc ils peuvent pas nourrir tout leur pays, tous leurs habitants.
Et des fois, ça va même au-delà de la question de savoir si c'est communiste ou pas. Parce que, en réalité, si tu commences à avoir une agriculture qui fonctionne bien parce que tu as une bonne technologie, comme par exemple dans l'URSS des années 50, ou dans, je sais pas, la France des années 50, bah, s'il y en a un, c'est un pays capitaliste, c'est un pays socialiste, mais quand tu as une technologie qui marche bien et un mode d'agriculture qui fonctionne bien, bah, t'as plus de famine. C'est quand même vachement de mauvaise foi d'arriver et de nous dire que c'est la faute du communisme s'il y a des famines. Et après, oui, bah, ils mettent dans le chat, pas de famine pendant la thérapie de choc. Bah si, évidemment, pendant la thérapie de choc, donc dans les années 90, quand ils vont libéraliser l'URSS, donc rendre l'URSS capitalisme, c'est 5 millions de morts. Enfin, je crois que c'est 3 à 5 millions de morts, les chiffres officiels. Bah, c'est énorme, enfin, je dirais, c'est dans les années 90. À ce moment-là, il y a les technologies pour, mais ça va être dépecé par les capitalistes. Mais c'est un peu comme au moment de 1921-1922, c'est-à-dire que dans ces moments-là, t'as des changements de régime, et les changements de régime, c'est toujours plus ou moins violent, parce qu'il y a toujours de la résistance, il y a toujours des gens qui vont se tirer la bourre, ça crée des grands dysfonctionnements dans l'appareil productif aussi. À venir dire le capitalisme par essence produit des famines, c'est pas évident, hein. Si on prend une économie qui est quand même assez planifiée, assez centralisée comme celle de la Chine, j'ai pas l'impression que les mecs crèvent la faim H24. C'est même une extrêmement grande puissance actuelle au niveau agricole. Donc à part si Victor Ferry nous dit que la Chine ça marche pas au niveau agricole, faut savoir, hein. Je voudrais dire sur l'exploitation, qui exploite qui ? Qui exploite qui dans un pays comme la France où le jour de libération fiscale c'est mi-été ? Qu'est-ce que ça veut dire le jour de libération fiscale ? Jour de libération fiscale. Putain, c'est... Voilà, il y a ceux qui s'intéressent à la planète, il y a ceux qui s'intéressent au salaire féminin, et lui, ce qui le matrix, c'est le jour de libération fiscale, quoi. Ça veut dire que dans un pays où t'as plus de 50% de la richesse produite qui est taxée, et ben ça veut dire que les gens qui bossent, hein, parce que toi tu t'en fiches, toi tu fais partie des gens qui se disent ouais c'est pas mal la France, on a la sécurité sociale, on a l'école gratuite, on a la santé gratuite, mais c'est gratuit pour qui ? C'est gratuit pour les gens qui ne créent pas de valeur. Les gens qui créent de la valeur savent très bien combien ça leur coûte tout ça, et nous ce que ça... Alors, tu parles de création de valeur. Explique-moi quelle valeur tu crées, toi. Notamment quand tu places de l'argent en bourse. Explique-moi le processus de création de la valeur. Comment il se fait, ce processus de création de la valeur ? Ex nihilo, comme ça ? C'est-à-dire que tu travailles pas, il n'y a rien qui se passe, mais il y a de la valeur qui est créée, quand même. C'est étonnant, hein. Ça nous coûte, c'est qu'on doit bosser la moitié de l'année pour l'État. Pendant la moitié de l'année, jusqu'à notre jour de libération fiscale, on travaille pour payer des impôts et pour payer des taxes. Qui exploite qui dans un système communiste ? Ce sont les petits intellos en chambre qui diffusent de la propagande communiste bien au chaud grâce à leur RSA qui exploitent les travailleurs. Qui exploite les travailleurs. Moi, je bosse à l'hôpital demain, là, je me lève, il est minuit et demi, et le mec m'explique que moi, je suis au RSA et que j'exploite les travailleurs. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain ? Depuis quand les gens au RSA exploitent les travailleurs, déjà, c'est ridicule. Qui exploitent les entrepreneurs, qui exploitent les créateurs de valeur. Donc vraiment, moi j'ai rien contre toi, bonhomme, mais au bout d'un moment, il faut pas se moquer des gens qui bossent pour que des intellectuels désœuvrés aient le loisir de partager. Non, c'est pas parce que je suis plus au fait que toi sur le néolibéralisme, tout ça, que je suis un intellectuel désœuvré qui passe mes journées dans les livres. J'ai de la propagande communiste. Alors, dernière petite chose que je voulais rectifier, parce que là, on est vraiment dans des choses que tout adulte devrait savoir. Qui marche, et au lieu de se dire, bah tiens, il y a peut-être des choses à réfléchir sur comment est-ce que je pourrais, moi aussi, prendre de bonnes décisions pour rejoindre ce cycle, par exemple, je sais pas. Ce cycle, le secteur qui marche, mais c'est les banques, comment tu veux que je monte une banque, espèce de débile ? Alors, je vais t'expliquer. Donc là, ce que j'étais en train de dire, c'est au lieu de vouloir taxer systématiquement les secteurs qui marchent, on devrait se dire, bah, si un secteur est en surperformance aujourd'hui, c'est peut-être qu'il est en train de rattraper une sous-performance passée, et que plutôt que de vouloir taper sur la... C'est quoi déjà cette hypothèse ? Le mec considère que si quelqu'un fait des super profits, c'est potentiellement qu'il rattrape une sous-performance passée. Pourquoi ? Je veux dire, il est pas forcément en train de rattraper une sous-performance passée, surtout quand on parle des banques quand même.
sur la tête de ceux qui sont en train de réussir, il faudrait peut-être se dire comment je pourrais accompagner cette réussite. Eh bien, tout simplement, tu n'as pas besoin de monter une banque pour être exposé au secteur de la banque, tu n'as pas besoin de monter Microsoft pour être exposé au secteur de la tech, tu as simplement besoin d'acheter des actions de ces entreprises. Et là, on va toucher à quelque chose qui est assez intéressant. Il y a pas mal de gens qui me disent « Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un système de participation, à savoir, on arrête avec ces capitalistes qui viennent de l'extérieur, il faudrait que les actions des entreprises appartiennent aux travailleurs, etc. » Mais est-ce que vous réalisez que si des travailleurs ont absolument toutes leurs billes au sein de la même entreprise, bah s'il y a un problème avec cette entreprise, ils ont la double peine. Et c'est là que cette idée de... Qu'est-ce que c'est, le mec, on lui dit oui, il faudrait que les travailleurs aient la main sur les entreprises, et ils disent oui, s'ils mettent toutes leurs billes dans la même entreprise, c'est la double peine. Je comprends pas trop le truc là. Marché liquide que vous détestez tant à un certain sens, parce que la personne qui travaille, je sais pas moi, chez Total, chez Air Liquide, chez Carrefour ou ce que vous voulez, elle n'est pas obligée d'avoir exclusivement des actions de son entreprise. Elle peut également se dire, bah voilà, là je suis en train de faire all-in sur un secteur par ma force de travail, mais je peux également participer à d'autres... Mais les communistes, ils veulent pas que les travailleurs d'une entreprise soient propriétaires de cette entreprise là en particulier. C'est-à-dire, quand on parle de collectivisation, on parle pas de dire chaque petit groupe collectivise son entreprise que pour eux. C'est pas ça le truc. C'est à un niveau national, par exemple, ou à un niveau international. Qui après des droits de décision, de gestion de l'entreprise par ceux qui travaillent dedans. C'est-à-dire que dans un, je sais pas, tu prends la SNCF, que la SNCF se soit gérée par les gens qui bossent dans la SNCF, d'accord, mais ça veut pas dire que la SNCF appartient aux gens qui bossent dedans et uniquement à ces gens-là. Ça appartient à tous les Français, si on met en place un système socialiste en France, ça appartient à tous les Français. Mais évidemment, ceux qui savent mieux gérer ce truc-là, ça va être les gens qui bossent dedans, donc ils ont quand même un avis plus affûté, donc pour gérer le truc, c'est plus important d'avoir leur avis à eux. Après, faut pas d'ailleurs qu'il y ait que leur avis à eux, c'est-à-dire que s'il y a des grosses dépenses à faire qui mettent en jeu toute la communauté, il faut aussi qu'il y ait des décisions démocratiques, donc pas que par les personnes dedans. Enfin, je sais pas trop ce qu'il est en train de débunker là. Aventures entrepreneuriales que la mienne. Situation donc à contraster avec cette fameuse collectivisation des moyens de production où le pauvre travailleur, il est complètement à la merci de son supérieur hiérarchique qui lui-même... Mais la collectivisation, ce n'est pas mettre toutes ses billes dans une entreprise. Personne n'a parlé de ça. Est complètement à la merci du représentant du Politburo ou que sais-je. Tous les travailleurs deviennent esclaves d'un État qui fait absolument n'importe quoi parce que croire qu'on va collectivement... En fait, ces mecs, la théorie politique qu'ils ont, elle vient juste de films qu'ils ont dû voir. Je pense... Ils ont vu 2-3 films avec des communistes un peu qui donnaient des ordres. Ils se sont dit, le communisme, c'est ça. Enfin, ça s'arrête là, hein. Clairement, ça s'arrête là. Hein. Utiliser les moyens de production et puis on va mettre un grand timonier qui va piloter les trucs, etc. C'est absolument puéril comme idée. On a besoin de... Non mais le truc d'un grand timonier qui dirige tout d'en haut, c'est ce qui se passe en fait actuellement. C'est t'as Elon Musk qui décide, j'avais fait une capsule là-dessus d'ailleurs, de dire ah oui je vais faire Hyperloop, donc construisez pas le TGV en Californie. Merci beaucoup Stiklan. Construisez pas le TGV en Californie, vous inquiétez pas, je gère le truc. Donc il y a un seul mec qui décide, en fait il s'avère que c'est faux et nous on se fait baiser. C'est comme ça que ça marche. Justement le système communiste, c'est pour pas qu'il y ait une espèce de hiérarchie comme ça, une espèce de noblesse de la production qui décide tout dans la production. On veut pouvoir diriger nous-mêmes. Le communisme, c'est une démocratie dans le travail. C'est une démocratie réelle. Parce que la démocratie aujourd'hui, elle est juste formelle, c'est une démocratie politique, mais en réalité, vu que la politique est quand même vachement liée aux décisions économiques, et qu'on n'a pas les décisions économiques et qu'on peut pas avoir des médias, par exemple, et ben en fait, on se retrouve dans une position où on a très peu de démocratie. Le communisme, c'est la démocratie réelle. C'est la démocratie à la fois dans la production et à la fois dans le secteur civil, politique. De liberté, on a besoin de capacité de se diversifier et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. Vous allez gagner le gros de votre argent avec votre force de travail, avec votre capacité à développer des connaissances et des compétences pertinentes et à côté de ça, vous allez vous créer de la sécurité en devenant copropriétaire d'autres entreprises qui cartonnent.
Voilà, ça c'était les points que je voulais corriger sur la vidéo de ce garçon. Et maintenant, on va attaquer quelque chose qui est peut-être plus sombre, mais qui permet vraiment d'identifier le cœur de ce qui ne va pas avec leur idéologie. Et vraiment, si je fais ça, c'est pour que vous compreniez qu'il y a vraiment un malaise et qu'il y a un travail de pédagogie à faire pour qu'un maximum de gens puissent échapper à cette maladie. Alors voici donc le genre... Vous allez voir, c'est trop drôle. Ça, c'est un MP que m'a balancé un gars, un abonné. Et c'est trop marrant, vous allez voir. De commentaires, des gens que des streamers comme ça abreuvent de contenu idéologique au lieu de les abreuver de contenu qui les rendent meilleurs. Alors super ta vidéo 6 sur Rochedy, donc j'imagine que le gars a fait une série de vidéos sur Rochedy, qu'il a dû faire 6 vidéos, j'imagine, pour dire ouais il est méchant, il est de droite, etc. De toute façon c'est que du contenu idéologique, hein. Cherchez pas sur ce genre de chaîne. Son contenu à lui n'est pas idéologique, hein, ça se voit. Hein. Et oui, mais mon contenu d'ailleurs c'est de dire Rochedy est de droite, comme si personne ne savait que Rochedy était de droite. Contenu de merde. Idéologique, politique, du contenu qui vous fait grandir. C'est juste du contenu pour dire voilà, lui il est dans la mauvaise crèmerie, il est méchant, etc. Nous on est dans l'équipe des gens. Putain, mais c'est rageant parce que c'est tellement là à faire ce que je fais. Je suis pas là à dire il est dans la mauvaise crèmerie, je suis là à dire il dit des conneries et je le montre factuellement. Etc. J'ai un problème. Depuis que je suis devenu marxiste, je suis déprimé. Je rigole pas. C'est même pas un fake, mais c'est tellement normal en fait. C'est tellement logique. Mais de le voir formulé aussi clairement, bah voilà, ça fait du bien. Alors j'ai un problème. Depuis que je suis devenu marxiste, je suis déprimé. Je n'arrive plus à me convaincre que me lever tôt tous les matins pour me faire exploiter et vivre précairement une vie pauvre en contenu en vaut la peine. On a donc une personne qui a commencé à se faire abreuver de cette idée que il était exploité par un patron, que dans ce système tout était verrouillé, etc. Il y a un gars en fait, il se rend compte un peu de l'aliénation du travail et il se retrouve un peu adoumé, à se dire qu'il n'y a pas de solution individuelle. Peut-être des solutions collectives, mais il faut y croire. C'est pas évident. Ça demande ça demande aussi des fois de connaître des gens et des fois on connaît pas forcément. Enfin voilà. Et lui, ce qui remet en doute, c'est le fait que non, en fait, voilà, c'est quand on croit qu'on se fait exploiter. En fait, c'est comme ça. Il faut voir la vie du bon côté. Mais c'est complètement con. Je veux dire, si t'arrive un truc mal dans la vie, tu te fais, je sais pas, t'es un esclave dans la Grèce antique. T'es un esclave dans la Grèce antique. Tu te rends compte que tu sers à un gars qui, on sait pas trop pourquoi, a des droits sur toi. Mais tu te mets un peu à doumer, tu te dis ouais, ce serait bien qu'on fasse quand même un truc avec les autres esclaves et qu'on se casse et puis qu'on aille fonder nous-mêmes une cité quoi pour être libre. Il y a Victor Ferry, il arrive, il dit ah bah non mais voilà forcément ça te rend triste de savoir que t'es un esclave et tout en fait alors que c'est peut-être pas vrai, faut peut-être voir la vie du bon côté. Mais c'est quoi ce discours de merde? C'est ridicule hein. Et du coup, il commence à être déprimé, il commence à stagner et il va commencer à régresser. Évidemment, quelle est la solution volontaire quand on est dans une situation où on n'aime pas son travail? On commence à se dire, ok, je consacre une demi-heure par jour à écouter du contenu dans une discipline que j'ai envie d'explorer. On commence à grandir, mais évidemment, ce discours de responsabilisation, ce discours de prenez votre vie en main, c'est quand même un peu moins sucré que le discours communiste du type ouais mais si t'es triste et déprimé en fait c'est pas de ta faute, travaille pas sur toi tu vois, on va voter pour les bonnes personnes puis on va renverser le système, on va faire la révolution. Ouais les communistes ils sont vachement là en mode oui on va voter et puis t'inquiète ça va renverser le système, ouais. C'est vraiment ça le discours révolutionnaire de base hein. C'est ça, c'est on va voter pour François Hollande et puis t'inquiète ça va passer hein. Et puis en plus il dit oui c'est moins sucré notre discours parce que mais non votre discours est beaucoup plus sucré, ton discours à toi c'est si tu fais les bons choix tu vas y arriver. Je suis désolé, ce discours-là, c'est un discours du Père Noël, quoi. Enfin, c'est pas si tu fais les bons choix et que tu travailles, tu vas forcément y arriver. Non, c'est faux, en fait. C'est juste faux. Nous, on a un discours qui essaie de poser déjà le bon diagnostic et après d'essayer de proposer des solutions. On dit pas aux gens, oui, il faut régresser, il faut pas travailler sur toi-même. Mais évidemment qu'il faut travailler sur soi-même. C'est il y a une discipline à avoir. D'ailleurs, on le voit chez certains militants, des fois, qui sont assez... moi qui m'impressionne des fois parce qu'ils ont une vraie discipline à la fois intellectuelle, à la fois militante, parfois même sur des trucs physiques dans ceux qui sont un peu dans le mode guérilla. Mais voilà, il y a une vraie discipline à avoir pour essayer d'être meilleur soi-même et pour essayer d'être meilleur en collectif aussi.
même la discipline d'avoir un parti, d'avoir une stratégie, des fois de pas forcément dire ce qu'on pense en public parce que ça pourrait machin. Ça, c'est une vraie discipline aussi. C'est un vrai travail sur soi-même. Évolution, et puis on va prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Ça va être très bien. Putain, faut vraiment être teubé pour penser que notre discours, c'est de prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres. C'est pas ça. C'est de récupérer la main sur l'appareil de production. C'est tout leur reprendre. Nous, on veut tout leur reprendre. Chaque demande de mes supérieurs au travail me déprime toujours plus, car je sais que je n'ai qu'à dire oui et à m'écraser. De toute façon, ce sera pareil dans une autre entreprise, elles sont toutes sur le même schéma de fonctionnement néolibéral. Et donc tu vois qu'il y a un filtre qui s'est inséré entre l'esprit de cette personne et le réel, si bien que voilà, il a l'impression de vivre dans un monde néolibéral où il est complètement exploité. Il a pas du tout... Il a l'impression de vivre dans un monde néolibéral où il est exploité. Il a l'impression... compris que s'il était pas content dans son boulot, bah libre à lui de se former dans un autre domaine, de progresser, d'avancer. Non, c'est partout. Il a pas compris qu'il pouvait très bien quitter son boulot et aller se former et progresser dans un autre domaine. Le mec, mais alors peut-être qu'il est ultra riche, qu'il est héritier ou je sais pas quoi, mais vas-y, t'as un crédit, t'as une femme, 2 gamins, t'es dans un boulot, le boulot il est dur, tu commences à avoir des problèmes de santé et tout. C'est la vie de beaucoup de gens, hein. Sincèrement, c'est la vie de beaucoup de gens. Lui il dit bah t'inquiète, t'as juste à regarder des vidéos sur internet de développement personnel et puis tu vas pouvoir trouver un autre. Non mais c'est quoi ça n'arrive pas ce truc là. Enfin ça arrive à des gens en fait qui ont déjà de l'argent en fait. Tout pareil, j'ai 32 ans pour info, me mettre au chômage ne fera que me rendre encore plus précaire. Tu as des lectures à me conseiller pour m'en sortir? En ce moment, je lis Histoire de ta bêtise de Bégodeau et j'ai bientôt fini. Donc le mec croit qu'il va s'en sortir en lisant des bouquins de gens qui vont le faire rêver comme un petit garçon au grand soir où on pourra enfin prendre l'argent des riches pour les donner aux pauvres. Donc moi je te... Bon, Histoire de ta bêtise, en plus, c'est pas un bouquin sur le grand soir, c'est un bouquin de critique des macronistes. réponds, mon pauvre ami, tu ne trouveras jamais quoi que ce soit qui pourra te permettre d'améliorer ta condition à l'extrême gauche. Les livres que tu devrais lire, les contenus que tu devrais consommer, c'est simplement des contenus qui te permettent de reprendre une marge de manœuvre sur ta vie. Donc à savoir, comment on se fait un plan de travail, même si on travaille déjà et qu'on est un petit peu crevé, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de la santé, comment est-ce qu'on fait pour retrouver de l'énergie, comment est-ce qu'on fait pour... C'est un marabout ou quoi le gars? Comment on fait pour retrouver la santé et l'énergie? C'est quoi cette connerie? Enfin, d'où Victor Ferry il peut le faire retrouver la santé là? Apprendre efficacement, comment est-ce qu'on fait pour monétiser une nouvelle activité, et le temps que tu as consacré à regarder 6 vidéos sur Rochdy, le temps que tu as consacré... Mais ces vidéos sur Rochdy, elles sont ultra travaillées, elles résument des livres, des trucs de science, des trucs de philosophie qui peuvent permettre pour le coup, des fois de comprendre mieux les choses. C'est un gain de temps pour beaucoup de gens je pense. À regarder 6 vidéos d'un mec qui daubait sur un autre mec par pure idéologie. Tu crois pas que t'aurais pu le consacrer à, je sais pas, regarder des vidéos sur comment est-ce qu'on fait pousser des super légumes avec pas beaucoup d'eau, sur comment est-ce qu'on apprend, je sais pas moi, à faire du bon pain bien croustillant, enfin n'importe quoi. Moi j'en sais rien, ça dépend de quelle est ta sensibilité, ça dépend de ce que tu aimes, mais identifie simplement dans les activités... Quoi, ça va l'empêcher de regarder une vidéo sur la boulangerie, ça n'a aucun sens ton truc. Que tu fais, dans les activités que t'as faites jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est donné un petit peu de plaisir? Et pourquoi est-ce que tu déciderais pas de devenir encore meilleur dans ce domaine qui t'a donné un petit peu de plaisir? Mais pour ça, il faut commencer à consommer du contenu qui te forme et pas du contenu qui te déforme et surtout pas du contenu qui te rabaisse. Donc là, on a typiquement l'illustration de ce que je vous dis depuis des années. La force des politiques, la force des idéologues, c'est la faiblesse de leur public. Mais c'est trop marrant parce que ces mecs-là ont l'impression d'être objectifs. C'est-à-dire que moi je suis un idéologue mais pas lui. Il n'est pas du tout dans la méritocratie, il n'a pas une vision du monde centrée sur l'individu, qui aurait une liberté qui est presque infinie, quoi. Il peut tout faire, il peut faire des choix, machin, il va forcément réussir. Non, ça c'est pas de l'idéologie, ça c'est le réel. Moi je suis dans l'idéologie. L'extrême gauche, c'est une spirale de la loose qui récupère les gens qui sont en train de sombrer et qui leur dit non mais c'est pas de votre faute en fait, on va faire la révolution et puis ça ira très bien. Ce jeune homme a donc une responsabilité sur la santé mentale dégradée des gens qui le... Ah oui, j'ai une responsabilité sur la santé mentale dégradée des gens, c'est quoi ce bordel? Suivent. J'espère qu'il commencera à le comprendre et j'espère qu'il commencera à l'assumer. Ceci étant posé, on va maintenant aborder la partie importante de cette vidéo puisqu'on va parler finance. Oui, alors comme je vous le disais...
Bon, on s'en bat les couilles. Nous, on est des losers et on continue à... On attend que tu fasses de l'argent, on va récupérer ça avec notre RSA. Merci, Victor.